sécuritaire n'est pas la seule. La réponse sécuritaire n'est pas la seule réponse. Il faut une réponse holistique qui associe à la fois le développement, à la fois l'écologie et aussi une meilleure implication des populations. Je crois que c'est une erreur de penser que cette crise est une crise que l'État seul peut résoudre. L'État doit la résoudre avec les populations, doit la résoudre avec la société civile, doit la résoudre avec la jeunesse des femmes. C'est de cette façon seulement qu'on peut apporter une solution. Voilà ce que je voulais dire en introduction de ce débat, en remerciant une nouvelle fois les organisateurs de cette rencontre et je suis prêt à répondre aux questions que vous aurez à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Sédhic Kaba. Merci pour toutes ces informations. Je suis certain que nous allons revenir. Je pense que je vais laisser la parole à M. Adamou Marou, qui est le directeur de Accountability Lab, qui nous facilite aussi le débat via Zoom. Donc, M. Omar, vous êtes là. Il est activiste des droits humains. Il a bien... Oui, alors, monsieur... Kaka, tu peux mettre ton téléphone. Je désactive le son de Kaka. Donc, voilà, monsieur Oumarou, vous aurez tout à l'heure le lancement du réseau anticorruption. Mais bien avant, je voudrais aussi avoir votre contribution parce que vous travaillez sur les sujets de la redevabilité. Alors, quelle redevabilité des gouvernants vis-à-vis des victimes des conflits armés au Niger, de manière globale et tout par rapport à la question de Boko Haram à Difa avec précisément l'événement que nous commémorons, c'est-à-dire les 39 femmes et enfants enlevés d'Ngalewa. Merci, M. Sani, et aussi à Kaka pour cette opportunité en réalité pour pouvoir échanger sur la question surtout de la cohésion en faveur des victimes de conflits dans notre pays. Vous savez, la question de la redevabilité tout à l'heure, Siddiq parlait de ça, donc je vais essayer d'apporter ma modeste contribution parce qu'il faut savoir que nos gouvernements ou nos gouvernants en réalité qui ont été désignés ou élus par le peuple, c'était dans un premier temps pour assurer aussi sa survie et sa sécurité. Et en termes de sécurisation des personnes et de leurs biens, l'État a l'obligation en réalité à travers le gouvernement qui met en œuvre une politique en réalité de pouvoir assurer la protection totale du pays et aussi des habitants de ce pays. Lorsqu'on regarde après les enlèvements qu'on a observés à partir de Ngalewa et aussi dans d'autres contrées, on s'est dit en réalité que nos gouvernements en réalité ne se sont pas donnés d'une manière objective en réalité à retrouver ces personnes-là et de pouvoir faire en réalité tout ce qui est à leur possible pour ramener ces gens-là dans leur localité ou auprès de leur famille. Alors que cette responsabilité incombe à l'État, comme l'a dit tout à l'heure Siddiq, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, une seule personne enlevée, c'était des millions en euros ou en dollars qui sont mobilisés en réalité pour pouvoir sauver cette personne. C'est là où on s'est dit en réalité, où est-ce que se trouve en réalité notre partition et notre redevabilité en tant que personne élue par le peuple pour pouvoir mettre des systèmes de protection. Deuxièmement, la question de, quand on regarde au niveau de la région de Tillabéri ou de Difa, nous constatons en réalité que la question de la redevabilité dans les questions sécuritaires est un peu délaissée, comme dans tous les autres systèmes que nous connaissons dans notre pays, ou les systèmes de gouvernance que nous connaissons. Et donc, il incombe en réalité aux gouvernants, c'est leur responsabilité de faire tout pour faire revenir ces populations-là dans leur famille et de créer les conditions de protection propices parce qu'ils ont été élus non seulement pour ça, et donc ils ont les moyens de le faire
et ils ont l'obligation de rendre compte aujourd'hui à nos communautés et aux Nigériens de ce qui se passe par rapport à ces personnes qui ont été prises par des ravisseurs ou par Boko Haram ou dans les autres régions et expliquer pourquoi le Niger n'arrive pas en réalité à rechercher ses concitoyens lorsqu'ils sont enlevés, lorsque des familles aujourd'hui sont approuvées parce que des enfants ou des pères de famille sont enlevés ou des mères de famille sont enlevées et que ces familles étaient obligées de collecter de l'argent en réalité pour faire en sorte que leurs enfants ou leur reviennent. Donc, je pense qu'il est important en réalité qu'il y ait un mécanisme de protection, un mécanisme de recherche, qui est aussi une politique en réalité qui vise, comme les autres pays, dans les autres pays, que nous puissions d'une manière ou d'une autre essayer de... Si on t'entend bien, allez-y. Donc, comme dans les autres pays, de faire en sorte que nos concitoyens soient considérés en réalité comme des citoyens à part entière, comme des citoyens en réalité qu'il faut respecter. Et lorsqu'on touche le chevet des Nigériens, on sent que c'est comme si on a touché tout le Niger en entier. Et je pense que on a constaté vraiment un abandon de l'État par rapport à cette question. Qu'il allait la revoir en réalité, cette question de redevabilité, il fallait aussi la revoir parce qu'aujourd'hui, nous constatons un délaissement total par rapport aux choses en ce qui concerne la question sécuritaire. Néglige aussi, même s'il y a en réalité, je pense voir notre protection et de bien. C'est bon, je pense? Oui, oui, c'est... Non, non, merci beaucoup, Monsieur Omar. Nous allons donner la parole à Monsieur Tanimoun. Tanimoun, s'il est à côté, Tanimoun, il est cyberactiviste. Il est membre de NCC, Niger Cyber Citoyen. Il est membre des Africtivistes. Il fait partie de ceux qui ont lancé récemment aussi, suite à ce qui s'est passé à Tera, la campagne Tera Webarey. Monsieur Tani Moundari, où en sommes-nous par rapport à cette campagne Tera Webarey? Et quelle est la valeur ajoutée des campagnes de soutien aux victimes des conflits armés dans le contexte nigérien? Parce que avec ce qui s'est passé à Ngalewa, on continue toujours à observer les enlèvements et des campagnes assez souvent un peu timides et tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse? Et d'ailleurs, d'abord, l'état des lieux par rapport à la campagne Tera Weboré. Et la question suivante, c'était quelle est la valeur ajoutée des campagnes de soutien aux victimes des conflits armés dans le contexte nigérien? Vous avez la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Bonsoir à tous mes aînés d'abord qui sont sur le plateau et merci à Kaka de nous avoir associés à ce webinaire. Où est-ce que nous en sommes par rapport à Boré? Il faut d'abord faire une genèse, savoir pourquoi, d'où on est parti et qu'est-ce qu'on visait. Les actes de violence contre les femmes de Tera sont intervenus, vous le savez, en période de campagne. Et les actes-là ont été relayés par d'abord les réseaux sociaux. Certains, je dirais petits malins, entre guillemets, avaient vu un travail de SAP pour salir la campagne de M. Bazoum. La question républicaine du Niger avait confirmé qu'il fallait essayer de l'amplifier.
de faire une campagne pour que aussi bien l'opinion publique que l'opinion internationale sache exactement ce qui s'était passé. Et donc, avec certains amis, nous sommes réunis. Nous avons commencé, certains amis influents, nous avons commencé la campagne une matinée, un samedi. Et au fil des tweets, au fil des posts, autour de 14 heures, le service communication du G5 Sahel a sorti un communiqué pour dire que ces indélicats soldats-là avaient été mis aux arrêts par le prévôt de la force de G5 Sahel et qu'ils seraient traduits selon les conventions en vigueur devant les tribunaux. Donc, en ça, déjà, c'était une victoire pour nous, parce que le fait que la force conjointe communique dessus a donné encore plus de crédibilité à ces faits-là qui avaient essayé d'être étouffés. Maintenant, où nous en sommes, les aînés, tout à l'heure, on parlait de redevabilité. Nous, dans la gestion de notre campagne, nous savions que nos moyens étaient limités. Nos moyens étaient limités, comme j'ai dit, et on ne pouvait pas faire une grosse pression, par exemple, sur l'État du Tchad, par exemple, pour suivre cette affaire. Mais là, comme je disais, les aînés ont parlé de redevabilité, excusez-moi. C'est là où intervient notre gouvernement. Si vous avez suivi pendant cette affaire de Tera Weboré là, et les associations de défense des droits féminins et le ministère de la Femme et de la Condition sociale, aucune de ces structures n'a été mot. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que la ministre de la Condition de la Femme et de la Protection sociale prenne ce cas-là en charge pour pouvoir, parce que les soldats tchadiens ont été transférés chez eux, mais nous ne savons pas après qu'est-ce qui se passe. Ils sont passés devant le tribunal militaire ou qu'est-ce qui se passe réellement. Ça, nous ne savons pas. Mais maintenant, c'est de la redevabilité des gouvernants du ministère de suivre cette affaire et de pouvoir nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ces soldats-là ont été jugés? S'ils ont été jugés, qu'est-ce qu'ils ont pris comme peine? Et ici, à l'interne, en institut, en local, c'est de nous dire que voilà, ces victimes-là ont été prises en charge. Nous continuons à suivre leur prise en charge et ainsi de suite. Donc, nous, à un certain niveau, nous sommes quand même limités dans nos moyens pour exactement savoir qu'est-ce qui se passe après la campagne. Dans la seconde question, vous avez parlé de savoir quels sont les plus-values ou les objectifs pour ce genre de campagne. Je dirais qu'en gros, ce genre de campagne-là, menée sur les réseaux sociaux, c'est d'abord alerter l'opinion nationale et internationale sur un fait bien précis. Je vais prendre le cas des 39 femmes et enfants de Ngelewa, sur laquelle j'ai beaucoup eu à travailler avec Kaka. Quand l'affaire avait été mise à jour, c'était un peu silence radio au niveau des autorités. Mais quand nous avons commencé la campagne au niveau des réseaux sociaux, dans un des messages, le président de la République, M. Issoufou Mamadou, a évoqué ces femmes-là et ces enfants-là. Donc, quelque part, le fait d'alerter l'opinion nationale et internationale, ça permet de générer une certaine pression sur les gouvernements ou sur les gouvernants, les décideurs publics, pour qu'ils prennent en compte ces problèmes-là que nous dénonçons à nos campagnes. Maintenant, après, en amont, il y a, en aval plutôt, il y a
une limite de nos moyens. En gros, il faut informer l'opinion nationale et l'opinion internationale, la presse et tout ça, pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Je voudrais, avant d'ouvrir les interventions, nous avons normalement deux autres panélistes. Je ne vois pas Dr Mera et Dr Diko. Peut-être que Kaka pourrait nous en dire plus avant peut-être de répondre. J'ai vu déjà des mains levées et des questions qui sont posées. Kaka, Dr Diko ou Mariam? Allô, Sani? Oui. Oui, on peut partir déjà, hein, on peut partir avec ceux qui sont là parce que le temps est contre nous. S'ils arrivent, ils nous prennent en cours, tant mieux. Très bien. Donc, on va s'assurer déjà qu'ils sont encore présents. Donc, je vois déjà au niveau des messages, il y a Madame Maïmou Wali qui souhaite prendre la parole. Donc, on va les laisser prendre la parole. Après, on va lire les questions. Il y a déjà des questions pour M. Sedi Kaba. Madame Maïmouna, vous pouvez prendre. Sani. Oui? Allô, Sani? Oui? Il y a Meira là qui m'appelle. Il y a Dr Meira qui est en train de m'appeler. Je ne sais pas, elle a discuté ou quoi. Est-ce qu'elle est en ligne? Si elle est en ligne, elle peut prendre la parole. OK. Non, continuons d'abord. Je vais lui écrire. Très bien. Donc, je vais laisser. Très bien. Madame Maïmouna, Maïmou Wali, vous avez la parole. Merci beaucoup d'avoir activé mon micro et merci beaucoup en tout cas aux personnes qui ont eu l'idée géniale d'organiser cet événement pour qu'on puisse se rappeler, pour moi, pas mon mérite, se rappeler des événements spectaculaires et qui restent encore dans nos esprits et on se pose encore des questions. Et pourquoi jusque-là, on ne sait pas où sont ces 39 femmes et enfants et pourquoi on n'a pas de nouvelles? Et moi, je pense que la question, elle reste encore dans nos têtes. Et moi, j'ai voulu intervenir pour la simple raison que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. S'il vous plaît, il y a du bruit que j'entends, je ne sais pas si c'est... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend parfaitement, mais je pense que c'est... Allô? Oui, allô, on vous Okay. entend bien, madame, allez-y. Peut-être que quelqu'un a son micro ouvert. D'accord, ok. J'ai dit, oui, moi, je m'intéresse particulièrement à cette question et pour la simple raison que j'ai eu la chance de travailler dans la région de Difa, en réalité depuis 2012, et j'ai également eu la chance de piloter une étude approfondie sur les facteurs de vulnérabilité et les capacités de résilience des communautés face à Boko Haram. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec les populations à différents niveaux, surtout les jeunes, les femmes. J'ai eu des témoignages et j'ai vécu des situations également parce que j'étais présente dans la région du Difa au moment où les choses étaient beaucoup plus difficiles. Alors, et pourquoi j'ai tenu à parler, c'est parce que à l'époque, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, et le cercle de réflexion et d'action pour un développement local innovant, qui est un réseau de bénévoles, et à l'époque, nous avions organisé une grande campagne de mobilisation sociale et des ressources en faveur de populations. C'était beaucoup en faveur de ces femmes et enfants arrivés à Inewa. Une campagne qui a commencé sur les réseaux sociaux, c'est génial ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça a commencé sur les réseaux sociaux et ça a vraiment atteint et dire à niveau international. À l'époque, nous avons mobilisé plus de à l'époque,
Moi, je pense qu'il faut élargir les discussions, il faut élargir l'enquête pour savoir combien de personnes ont été enlevées et entreprendre et se reste avoir des nouvelles par rapport à ces personnes. Donc, ça, c'est un. Et puis, maintenant, globalement, quand on essaie de voir la situation sécuritaire dans la région de Difa, la question est. Alors, je crois que mon micro a été désactivé un moment. Je vais essayer de conclure. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, pour la question de la sécurité et même pour la question de comment est-ce qu'on peut réfléchir sur le retour d'une vie stable à Difa, moi, je pense qu'il faut pousser la réflexion. Nous sommes plus ou moins d'accord que l'intervention militaire en elle seule, ce n'est pas la solution, en tout cas qui peut donner des solutions efficaces et une paix durable. Et je vous assure que moi, avec l'étude que j'ai menée dans la région de Difa, c'est que j'ai découvert l'intervention militaire avec tout ce qu'elle comporte également comme mesures et de sécurité, le couvre-feu, la fermeture des marchés hebdomadaires et l'interdiction de certaines activités dans lesquelles surtout se débrouillent les jeunes. C'est ça, regardez un peu, Difa a changé de visage. Les gens qui connaissaient Difa avant Boko Haram et aujourd'hui Difa, quand vous allez à Difa, Difa est devenue une grande ville avec beaucoup de constructions, de très belles maisons, avec, comment on dit, une économie, on a l'impression que Difa s'est développée quand on regarde du point de vue économique. La vie devient chère. Les populations locales de Difa ne se retrouvent plus chez elles. On a, je ne sais pas, beaucoup d'ONG qui se sont installées, on a beaucoup de business qui se sont installés, mais est-ce qu'on pense à cette population de Difa qui vivait avant? Est-ce que cette population de Difa se reconnaît dans ces nouveaux visages que Difa a pris à cause de la lutte contre Boko Haram? Est-ce que toutes ces ONG qui se sont installées, est-ce que toutes ces mesures qui sont prises contribuent véritablement à ce qu'on trouve une solution? Moi, je pense que non. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que... Alors, peut-être je vais laisser la parole pour que les autres puissent également s'exprimer. Oui. Merci beaucoup. Il y a Elhaj Abdou Mariama qui demande également à prendre la parole. Alors, il y a Dr Mera qui est là. Hein. D'accord, c'est elle. Voilà, c'est elle, non? Je l'ai dit de prendre la parole. Donc, on a... Voilà, docteur, je disais, la question, c'est en tant que médecin, quels sont les problèmes de santé? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Je disais, quels sont les problèmes de santé les plus fréquents chez les victimes des conflits armés, comme l'exemple de la fille de 10 ans violée à Terra par les militaires tchadiens. Et aussi, pourquoi on ne sent pas trop la mobilisation des femmes sur ces questions sensibles? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je tiens à remercier Kaka pour les efforts consentis de façon
problèmes liés au manque d'hygiène, au défi de l'accès à l'eau potable, à la promiscuité, notamment dans les camps des réfugiés, qui favorisent le ressurgissement de certaines épidémies, des épidémies même à une époque était éradiquer la choléra. On va malheureusement revenir dans les zones de conflit. On peut aussi parler de la rougeole. D'accord, allez-y. Vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Ok, je disais qu'il y a d'autres problèmes qui sont d'ordre santé. Agir. Autres problèmes de santé aussi fréquemment dans les zones de conflit, c'est des problèmes aussi d'ordre alimentaire qui sont la malnutrition, les carences nutritionnelles diverses qui peuvent toucher aussi bien les enfants que les personnes âgées. Il y a aussi les MST, VIH, SIDA qui Si vous m'appelez, hein. Non, commence à partir de là où tu parles de cas de viol, on a entendu. Qui peut conflit dit insécurité, dit non-respect de la loi, dit comportement atypique en fait en société, c'est ce qui peut notamment ce genre de situation. Et il n'y a pas beaucoup de mobilisation de la part des femmes par rapport à cette situation. Oui, on vous entend parfaitement. Merci. Il y a des questions. Je pense qu'on pourra. Il y a une question. Il y a des questions. C'est dit. Je pense qu'on pourra. Une question posée à ma question. Quelle est votre lecture concernant les retours des personnes déplacées internes et des retours par les autorités? Car nous savons tous que ces retours est une épée à double tranchant pour les autorités et les PDI. Ces populations de reprendre leurs activités, la culture du poivron, la culture autour du lac Tchad, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus et qui va restaurer leur dignité parce que, comme on sait, et pour quelqu'un comme moi qui suis allé sur le terrain pour voir, le fait d'amener des rations alimentaires par le CICR ou par les ONG n'est vraiment pas suffisant. Et ça a enlevé même une partie de la fierté à ces populations qui d'habitude produisent du poivron, n'ont pas besoin d'aide de l'État. Donc ça permet aussi un retour à leur dignité et ça permet qu'elles aient un meilleur pouvoir d'achat. Maintenant, lorsqu'on a dit cela, il faut aussi souligner les défis que le retour pose. Il faut être capable
d'assurer de façon permanente la sécurité. Et ça, quand on voit l'attaque qu'il y a eu à Toumour en décembre et quand on voit les autres attaques qu'il y a notamment à Beni Wanzam dans la région de Difa, il faut effectivement que il faut donc aider les populations à reconstruire leurs maisons, mais aussi il faut apporter les infrastructures nécessaires. Il faut réhabiliter les écoles, réhabiliter les centres de santé, ramener l'adduction d'eau, ramener l'électricité là où c'est possible. Donc, à la fois, c'est très utile d'avoir cette démarche, mais c'est une démarche qui pose le défi et il ne serait pas efficace si on favorise le retour des populations sans leur apporter l'accompagnement. On risque de créer des conditions où la population va encore repartir parce qu'il n'y a pas de conditions réunies pour la permettre de rester. Mais globalement, puisqu'on a commencé par Barwa, il faut soutenir, il faut assurer le succès de Barwa pour que les autres régions aussi, les populations, sur leurs propres contraintes, si elles n'ont pas le financement nécessaire, elles ne peuvent pas assister. Alors que là, on redonne aux populations les moyens de produire par elles-mêmes, d'assurer leurs conditions de vie et leurs conditions de prise en charge. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question. Merci. Sani, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Merci. J'avais désactivé parce qu'il est important que les gens désactivent quand ils ont la parole. Alors, il y a aussi une question, je pense que si quelqu'un souhaite prendre la parole, on peut laisser, la personne peut lever sa main. Comme ça, là, on peut les permettre de poser des questions. Sinon, dans le fil de discussion, il y a une question qui a été adressée à Mariam Memou tout à l'heure par rapport aux statistiques. Oui, puisqu'elle en a un peu parlé. Oui, on souhaite réagir. Kaka souhaite réagir, mais donner la parole à Mayra pour répondre à la question et je vais oui, la intervenir mission. rapidement. Quelqu'un parlait que la mission médicale est composée des infrastructures sanitaires, du matériel, des équipements médicaux de personnes. Ce sont les périodes. Voilà. OK. Oui, si elle souhaite répondre, elle peut prendre la parole. Et il y a une main qui est levée là. Mohamed Yacouba peut prendre la parole, oui. Monsieur Mohamed Yacouba, allez-y. Monsieur Mohamed? Allô? Oui, oui, on t'entend bien. Oui, oui, on t'entend, allez-y. OK, donc c'est juste vous remercier. Il faut aller rapidement, j'ai une question pour Kaka et pour Sidiki. Présentez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir qui est. OK. Et moi, c'est Mohamed Yacouba, donc je suis citoyen nigérien, mais bon, qui travaille dans les questions sécuritaires au niveau d'une ONG internationale, ici même à Niamey. Et donc, rapidement, je tiens d'abord à remercier vraiment par rapport à cette belle initiative et remercier Kaka et les autres intervenants. J'ai une question, c'est vrai, j'ai posé cette question à Sidiki concernant les retours, donc aujourd'hui des personnes déplacées au niveau de Difa ou dernièrement aussi au niveau de Anjou. On a vu ces retours aussi des gens. Mais ma question concernant les gens de Nguerewa pour Kaka et Sidiki, d'habitude, parfois, là, on sait que Boko Haram a des combattants. Or, parfois, ce sont des gens qui arrivent nuitamment parce qu'on sait ce que Sidiki a évoqué. Il y a une devise à Difa. La nuit, c'est pour les gens de Boko Haram et la journée, c'est pour le FDS. Parce qu'il n'y a pas de poursuite en cas d'attaque au niveau de Difa. Est-ce que ce ne sont pas des combattants qui étaient venus essayer donc de prendre ces femmes et ces enfants, comme déjà on sait qu'ils ont peut-être ridés, même si que parfois ce sont des femmes ou bien donc de leurs enfants.
on a vu que parfois ces combattants aussi ont besoin donc de leur famille à côté. Ça, ce sont autant donc des choses à essayer. C'était une question par rapport à cette situation qui dure, ça fait aussi longtemps. Mais autre chose, au niveau donc des FIFA, on a vu également que c'était devenu une activité économique lucrative pour Boko Haram et qu'on essaie de regarder parce que uniquement ce sont les familles qui sont, on peut dire, plus nantis ou bien des élus locaux qui sont, ou bien un commerçant ou bien vraiment une personnalité d'influence qui sont aussi ciblés. La question, parfois, on se pose la question, est-ce que parfois, ce n'est pas du banditisme des gens, donc, on peut dire une criminalité organisée, ou bien aujourd'hui, il y a plus donc de détails qui montrent que ça, ce sont liés vraiment aux éléments donc, de Boko Haram, ou bien ce sont des gens qui arrivent à profiter donc, de ces chaos pour essayer donc, de faire ces activités. Parce que comparativement à Tiraberi, les séries d'enlèvement qu'on peut avoir, c'est des règlements de compte. Et si aujourd'hui, on essaye donc d'épouser une femme des éléments armés non étatiques qui vont descendre la nuit, ou bien à moins qu'il y ait un chef de village ou bien qui essaye de coopérer avec la FDS ou les autorités pour être enlevé et assassiné. Mais les demandes de rançon ne sont pas fréquentes au niveau des Tiraberi comparativement à ça. Merci beaucoup. C'était juste ça. Ce sont un peu donc, ces petites questions que je voulais partager avec Kaka et Sidiki. Merci. Merci. Sani, je vais réagir. Hein? Non, mais je pense que... Sani, est-ce que Kaka peut réagir? Je souhaite prendre la parole. Jusqu'à ce que je suis fatigué, j'ai baissé ma main. Sani, est-ce que tu es là? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai donné la parole à Soumaïla. Oui, on t'entend bien. On t'entend très bien. Kaka, vous permettez que les gens posent des questions, après vous allez revenir pour répondre globalement, pour mieux gérer les temps. Ok, Sani, tant mieux, il n'y a pas de souci. Okay. Merci. Soumaïla, allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Amr Moumoun Soumaïla. Je suis le président du réseau des organisations de la jeunesse africaine, leader des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable, projet ODD Niger. Aussi chargé de programme dans une ONG de la socio-sanitaire ainsi que les droits humains et les violences basées sur le genre. Moi, je pense bien que ma première question a déjà été effleurée, mais quand Siddiq a pris la parole, il n'a pas donné suffisamment de réponses qui m'a satisfait. C'est-à-dire par rapport à qu'est-ce qui est devenu, la question c'est quoi? Comment est devenue ces filles-là de Ngelewa depuis leur enlèvement? Les gens en ont parlé, les gens en ont fait le buzz, tout ça là. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne saurait te dire que ces fillettes et ces femmes sont vivantes ou pas. Au moins, pendant 4 ans, on devrait avoir ne serait-ce qu'une piste. Une piste pour savoir que ces fillettes-là et ces femmes sont vivantes ou bien déjà les éléments de Boko Haram les ont tués. Ça, c'était ma première question. Bon, l'autre l'avait posée, mais malheureusement, la première intervenante, mais on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Ma deuxième question va à l'endroit de M. Tanim, l'activiste là de Terra Borei. Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Le problème par rapport à cette question de viol par rapport aux militaires tchadiens, moi je pense bien que c'est quelque chose qui s'est passé. Les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux et consorts. Il y a même eu des ONG qui ont pris en charge cette fillette-là, mais après, on saurait te dire
quel est le devenir de ces bourreaux-là? Parce qu'on on a dit, on les a amenés chez eux. Est-ce qu'ils ont été jugés? Est-ce qu'on les a relâchés? Tout ça, là, c'est vraiment des informations que vous qui êtes sur le terrain, qui avez commencé et la lutte par rapport à cette situation-là, aurait quand même créé un mécanisme jusqu'à avoir ces informations-là. Et si tel n'est pas le cas, les militaires-là ne sont pas sanctionnés, quelle proposition, nous, à notre niveau, on pourra proposer pour que ces derniers soient jugés? Bon, les associations des femmes, moi, je pense bien que ça, on parle et on ne cessera de parler. Aujourd'hui, je ne sais pas, les associations des femmes, excusez-moi du terme, on ne voit que leur lutte juste pour trouver un poste ou bien pour dire que je suis leader femme. Mais les vraies réalités des femmes rurales, vraiment, les associations des femmes n'en font pas. Veuillez, Soumaïla, conclure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a plusieurs doigts levés. OK. Merci bien, Soumaïla. Je pense qu'on va passer à monsieur, je vois une main levée, c'est Nahissa Maman. C'est moi, oui. Oui, allez-y. J'ai levé ma main. Oui, allez-y. Alors, moi, je vais juste un peu revenir sur la question des viols et des agressions sexuelles en général chez les filles et les femmes pendant ces temps de crise dans des zones à conflit comme Difa et Tillabéri, parce qu'on parle de Tillabéri, parce que les viols ont été dénoncés. Moi, je vous dis, moi, j'ai recensé des cas de viol et des agressions sexuelles dans la région de Difa quand je faisais mon étude. J'ai eu des témoignages de mamans qui m'ont confié que leurs filles ont été enlevées, des filles de 15 ans, 16 ans ont été enlevées par des militaires. Elle n'a pas spécifié est-ce que c'est des militaires nationaux ou bien ça fait partie des forces étrangères. Elle m'a dit que sa fille a été enlevée et c'est un mois après qu'elle a été ramenée, elle était déjà enceinte. Elle a essayé de porter plainte et ça n'a pas été possible parce que la police lui a dit que c'est avec son consentement, elle est partie. Et c'est ça des cas, beaucoup de cas que j'ai recensés. Et j'ai également vu et être témoin des cas d'invasion, soit par des éléments de Boko Haram ou bien même des missions de l'armée dans des villages. Et ça nous a parfois poussé à arrêter des focus group ou l'enquête parce que tout simplement, il y a eu des cas d'invasion dans les concessions, dans les villages, soit des combattants de Boko Haram ou des militaires qui cherchaient des femmes d'autrui dans les maisons. On parle de Tillabéri parce que Tillabéri, ça a été dénoncé. Mais moi, je vous dis que même à Difa, on en a plein de cas comme ça. Et moi-même qui étais sur le terrain en tant que chercheur à l'époque, j'ai été victime. Moins un militaire, un officier tchadien a failli défoncer la porte de ma chambre d'hôtel. Ça a créé un grand scandale. Heureusement que j'avais tous les numéros que je pouvais appeler rapidement et des numéros de sécurité et j'ai été secourue. J'étais restée, comment on dit, sans parole. J'ai eu un choc psychologique pendant 48 heures, je ne pouvais même pas parler. Donc, moi, je vous dis que des choses se passent, on ne les dit pas. Au Niger, c'est comme si parler des questions d'agression sexuelle et de viol, c'est un sujet tabou, alors que c'est des choses qui se passent. Ce n'est pas seulement à Tillabéri. Et puis, pourquoi les gens aussi font de ça comme une fixation, les organisations féminines? Quand il s'agit de viol, quand il s'agit d'agression comme ça, est-ce que ça concerne seulement les femmes? Moi, je dis non. Ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne et les femmes et les hommes et ça concerne toute notre communauté.
On doit les dénoncer. Pourquoi attendre jusqu'à ce que les organisations féminines? Certaines femmes ont fait, certaines organisations ont fait. Je ne suis pas l'ambassadrice de toutes les organisations, mais j'ai vu. Ça, c'est des actes que tout le monde a condamnés. Pourquoi faire des fixations et dire que les organisations féminines n'ont pas fait ça, n'ont pas fait ça? Moi, je pense que ça doit être plutôt une lutte collective. Celui qui a la possibilité de dénoncer, qu'il dénonce. Celui qui a la possibilité de faire des actions, qu'il fasse des actions. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions et il faut de temps en temps se dire les 4 vérités. Il ne faut pas penser que, parce que c'est chez nous, tout est rose, mais tout ce qui se passe ailleurs dans des zones de conflit, ça se passe également au Niger. Donc, c'est ça que j'ai à rajouter. Merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, c'est des réalités aussi. Ce n'est pas une tâche qui incombe seulement aux structures féminines. J'en suis d'avis aussi. Avant de venir aux panélistes, j'ai vu une main, mais je ne vois plus. Je ne sais pas c'était qui voulait prendre la parole. Avant que je ne retourne à Kaka et M. Sédic. Oui. OK, allez-y. Alors, Monsieur Kaka, vous pouvez répondre. Après, on laisse la parole à Sédic, puisqu'il a été interpellé aussi. Merci beaucoup, Sani. C'est Kaka. Je peux parler? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je vais globalement vraiment de refuser de suivre les ravisseurs. Donc, ils ont froidement assassiné les 9 personnes et c'est ce qui a dissuadé vraiment les autres, les enfants et les femmes, à aller suivre. Les enfants, les femmes, en fait, ce sont déjà des couches vulnérables. Donc, il ne faut pas faire le lien avec quoi que ce soit. Vraiment, c'est dans un contexte un peu difficile qu'ils sont partis et c'est bon que les gens comprennent cela. Mais en fait, autre chose aussi, oui, c'est normal qu'aujourd'hui, la question d'enlèvement des personnes, c'est devenu une sorte de business pour ces groupes armés, mais ce ne sont pas des banditismes, c'est bien les groupes armés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aile dirigée par Chekau, le défunt Chekau, et l'aile dirigée par Bernaoui ne s'entendent pas. L'autre, elle, s'en prend uniquement à l'insigne du gouvernement, notamment aux forces de défense et de sécurité, aux positions militaires, en tout cas à tout ce qui est insigne de l'État. Mais l'aile dirigée par Chekau, c'est elle qui enlève les personnes qui demandent des rançons, mais également le gouvernement sait très bien tout ce qui se passe dans cette région. Le gouvernement n'a jamais interdit quoi que ce soit et les gens s'organisent pour enlever. Et rappelez-vous, ça a commencé avec l'enlèvement de la mère d'un parlementaire à l'époque. C'était le député Boulou dont la mère et la grande sœur ont été enlevées pendant qu'il était en mission à Abuja, mission parlementaire, et cela a amené des réactions, beaucoup de réactions de compassion des uns et des autres. Et tout est parti de là. Donc, à chaque fois, ils regardent un peu et parmi les personnes, ils enlèvent, puis ils demandent des rançons. Alors, ceux qui refusent, évidemment, ils vont commencer à exécuter. Donc, le mode opératoire de la région de Difa et de Tillabéri, ce n'est pas la même chose. Pour la région de Tillabéri, quand ils enlèvent les personnes, c'est pour les exécuter. Et je rappelle le rapport, par exemple, de la CNDH sur la INATES, ils ont dit en quelque temps, ils ont exécuté au moins 90 chefs de village et chefs coutumiers. Donc, ce n'est pas le même mode opératoire. C'est dommage, d'aucuns diront que oui, le fait de payer les rançons vont continuer, ça va continuer à entretenir la crise et aussi financer le terrorisme. Eh bien, peut-être aussi, c'est très facile pour nous de le dire parce que quand ta maman est enlevée ou ton papa ou ta soeur ou ton frère ou ton cousin, je ne sais pas si tu auras le même comportement que cela. Donc, c'est toujours une question de vision par rapport à ça. Donc, est-ce que ces femmes et ces enfants sont vivantes après 4 ans après? Oui, je dirais que beaucoup sont en vie. Et parmi ces 39, on rappelle qu'il y a 2 au moins qui ont pu courir pour revenir au sein de leur famille. L'année passée, au 3e anniversaire, nous avons monté un petit film dans lequel le chef du village a lancé un appel en disant que de temps à autre, les enfants appellent pour avoir de leurs nouvelles. C'est vrai que ça a duré, mais ils sont toujours entre les mains et ils sont vivants. Rappelez-vous, même pour le cas du Nigeria, les filles de Chibok, mis à part ceux qui ont été négociés et libérés, il y a encore d'autres qui sont entre les mains de ces ravisseurs-là. Maintenant,
Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? C'est aussi une autre question. Tant que tu n'as pas la preuve qu'ils ne sont pas là, qu'ils ont été exécutés, eh bien, tu ne vas pas conclure qu'ils ne sont pas là. Maintenant, par rapport à la question des filles de terrain, il faut rappeler que ce qui est déplorable, on a vu quand il y a eu la réaction sur les réseaux sociaux, on a vu la réaction du ministre des Affaires étrangères du Tchad, on a vu la réaction de l'état-major des armées du Tchad, on a vu la réaction de la force conjointe du G5 Sahel, mais au moment où on parle, il n'y a eu aucune réaction du gouvernement du Niger dont le ressortissant ou dont les ressortissants sont victimes. Je pense que cela est très grave. La campagne Terra Boré, on doit la poursuivre pour que où en sommes-nous par rapport à cette question? Parce que oui, ils disent qu'ils ont extirpé les fauteurs de troubles dans le contingent, mais quelle a été la suite? Donc, c'est à nous de suivre ces questions pour pouvoir vraiment suivre. Et je profite pour dire chapeau à la grande sœur Maïmou Wali, qui a fait un excellent témoignage. Voilà des choses que nous voulons entendre dans ce genre de rencontres où je ne savais pas qu'elle-même, elle a été victime. Du courage, ma sœur, courage à toi. Et je pense que des personnes comme toi peuvent servir d'exemple pour pouvoir davantage Merci, mener Kaka. ce Je pense combat. qu'il Voilà faut ce que je laisser voulais la dire. parole à M. Sédic. Après, on va revenir. Il y a deux participants qui souhaitent prendre la parole aussi. Et il y a Tani Moun aussi qui doit aussi répondre. Je sais. Non, après ce que Kaka vient de dire, je ne serai pas très long. Je pense que dans notre discussion, un intervenant a souligné quand même la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens. Moi, je vous parle depuis la France. Lorsque aujourd'hui, il y a un ressortissant français, un journaliste, malheureusement, Dubois, qui est enlevé au Mali, et le gouvernement français prend toutes les dispositions pour chercher à localiser, chercher à identifier les ravisseurs de ce journaliste et éventuellement même entrer en négociation, faire de la mobilisation. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans la région sud-est du Niger. Et les gens sont enlevés presque quotidiennement et les ravisseurs téléphonent même à la famille pour dire voilà, il faut payer 5 000 naira. Lorsque l'argent aura été rassemblé, il faut amener cet argent à tel endroit. Et les populations, les familles sont obligées de s'y plier. Non pas, comme a dit Kaka Touda, parce qu'elles veulent financer le terrorisme, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Elles, ce qui les intéresse, c'est pouvoir sauver le membre de la famille qui est pris en otage. Elles rassemblent cet argent, elles amènent cet argent à l'endroit où il a été réclamé. Et l'État s'en fout, l'État laisse faire. On ne peut pas dire que personne n'est au courant, puisque même les citoyens qui sont loin, souvent parce que les familles sont obligées de faire appel à des membres qui sont dans la diaspora, qui sont à Niamey, qui sont à Zender, pour cotiser l'argent et payer la rançon. Donc, et ça fait longtemps que ça dure et ça continue, alors que la responsabilité de l'État, quand même, c'est de protéger les populations et d'empêcher que ces activités continuent. Et si on veut que ça prenne fin, il faut que l'État prenne ses responsabilités, sa mission régalienne de protéger les citoyens. Et si jamais les gens sont enlevés, il faut aussi l'accompagnement de l'État pour que les populations puissent retrouver les membres de leur famille qui est enlevé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et malheureusement, on en est dans cette situation où l'État laisse face à face les familles des personnes enlevées et leurs ravisseurs. Donc, vous voyez, on est quand même dans une situation qui doit changer. Et j'espère que après, dans le cadre de la réponse globale, qui inclut le retour des populations dans leur village, il faut aussi aborder la question de l'enlèvement régulier des populations qui sont laissées à elles-mêmes et pour laquelle l'État envers lesquelles l'État a une très grande responsabilité. Et je profite pour répondre. À mon avis, nous, ni Kaka, ni moi, ni même d'autres personnes, ne peuvent dire aujourd'hui exactement où sont les 39 personnes parce qu'on fait des hypothèses. On fait l'hypothèse que tant que leurs corps n'ont pas été retrouvés, elles sont vivantes. On fait l'hypothèse que, puisque ces personnes sont enlevées, comme les cas d'autres personnes qui ont été enlevées, elles sont sans doute entre les mains de leurs ravisseurs. Mais c'est la responsabilité de l'État de continuer à suivre ce dossier au jour le jour, éventuellement avec les moyens qu'il a, avec l'aide des pays qui ont les moyens d'utiliser. On a vu par exemple lorsque 2 Français ont été enlevés
intervenir. On ne peut pas... Mais moi, je me dis, il faut peut-être se poser la question. Et pourquoi Boko Haram, ils enlèvent des femmes et des enfants? Ils enlèvent des filles, des femmes et des enfants pour mettre également la question des filles. Quand ils enlèvent les filles et les femmes, le plus souvent de l'autre côté, elles deviennent des esclaves sexuels. On parle, oui, c'est pour les donner en mariage aux combattants de Boko Haram, mais elles sont transformées juste en esclaves sexuels. Et les enfants, les jeunes, les plus jeunes qui sont enlevés par Boko Haram sont endoctrinés, ils sont formés pour devenir des combattants de Boko Haram. Donc, c'est là où j'amène la question, toute la réflexion autour de comment agir pour trouver la meilleure solution ou la meilleure réponse face à Boko Haram et face aux groupes extrémistes. Et pour moi, la meilleure façon, c'est de voir comment agir sur le recrutement. Parce que si ces groupes extrémistes-là vont manquer de combattants, ils n'arriveront plus à recruter dans les communautés, ils vont s'affaiblir. Et moi, je pense que cette stratégie serait la plus efficace que la stratégie militaire qui coûte excessivement d'argent et qui, elle aussi, a pas mal de conséquences sur la vie quotidienne des populations. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on pousse toute la réflexion autour de comment agir sur les recrutements et des groupes extrémistes de Boko Haram en particulier. Et ça, je pense qu'on ne peut le faire qu'en impliquant les communautés locales. Et quand je vous dis à Difa, toute cette situation a finalement devenu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que l'État a manqué d'anticipation. Les chefs traditionnels, les chefs de village ont vu venir et le phénomène de Boko Haram. Ils ont alerté la gendarmerie, ils ont alerté les autorités de proximité. Mais la réponse des autorités n'a pas été systématique jusqu'à ce que la situation est devenue grave, jusqu'à ils ont commencé à égorger des gens, jusqu'à ils ont commencé à enlever des personnes. Quand vous prenez la ville de Tam, le chef de village de Tam à l'époque, il m'a confié qu'il y a eu plus de 300 départs des jeunes, parfois des familles complètes qui ont regagné Boko Haram. Moi, je pense que, et comme l'a dit Sidik, l'État doit prendre ses responsabilités. Je sais que beaucoup de choses est déjà fait, mais beaucoup de choses restent à faire également. Et je pense que cette lutte contre l'extrémisme violent ne peut être réussie sans l'implication des communautés locales. Donc, moi, c'est ce que je tiens à rajouter et je pense qu'on doit beaucoup pousser la réflexion sur comment arrêter le recrutement des jeunes dans des groupes extrémistes. Merci beaucoup, Madame Maïmouali. Je pense que nous sommes presque à la fin du temps imparti. Je vais juste peut-être donner une minute aux panélistes pour dire leur mot de fin. Nous tenons sincèrement à remercier tous ceux qui ont pris la parole. Oui, je vois il y a Nahissa qui souhaite dire un mot avant, et Arifa aussi. Non? Nahissa, allez-y. Donc, vous avez... J'ai cherché la parole depuis tout à l'heure. Hein. Oui, allez-y, on va. Oui. D'accord, bonjour, bonsoir, chers panélistes et tout le monde. Moi, je suis vraiment très contente de participer sur cette thématique qui me tient vraiment à cœur. Et puis, je me souviens quand les filles de Ngalewa ont été enlevées, moi j'étais à Difa, à Ningimi, précisément. Et vraiment, c'était vraiment un choc et toute la désolation qui va autour. Moi, je voulais vraiment partager mon cri de cœur ici sur comment est-ce que des violations de droits humains peuvent se perpétrer ici au Niger et que je pense que l'État nigérien ne prend pas de mesures adéquates par rapport à ça. Regardez le cas de Tilaberi, le cas de viol répétitif qui s'est avéré, qui était réel et que tout le monde a vu. Et que c'est vrai, c'est des questions diplomatiques, mais bon, je pense qu'il va de l'intégrité d'un pays, vraiment de faire respecter ses citoyens.
Je ne vais pas être très longue comme j'ai entendu que le temps est parti, mais je vais revenir sur les filles de Ngelewa, sur les enlèvements. J'invite tous les panélistes et aussi les spectateurs à réfléchir vraiment sur les réponses. Comment est-ce que, soyons optimistes, qu'une fois que ces femmes et filles vont revenir, comment est-ce que se fera la prise en charge de ces... Quelles sont les personnes qui sont adaptées à vraiment prendre en charge ces personnes? Parce que c'est des personnes qui ont été très longtemps en contact avec des gangs, des groupes armés non étatiques. Donc, il faut vraiment penser à comment est-ce que leur prise en charge se fera. C'est aussi un moyen d'être optimiste qu'un jour, toutes les femmes et les filles seront libérées, je le suis. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Naïs Maman. Je suis agent ONG. Merci beaucoup, Voilà, Madame merci. Naïssa. Je vais rapidement donner à Kiari Mustafa la parole pour aussi, comme il insiste à prendre la parole. C'est Monsieur Kiari Mustafa. Oui, c'est pas Madame. Oui. S'il n'est pas là, on va faire un dernier tour de table avec les panélistes pour clôturer cette session. Quand nous tenons à remercier, après Kaka dira un mot par rapport également à demain, qui est le jour J, si les manifestations sont prévues pour célébrer dans le cadre de la commémoration plutôt. Donc, peut-être, docteur Mariam, si vous avez un mot, parce que tout à l'heure, on parle de soutien psychologique ou autre en cas de retour. Si vous avez... Merci beaucoup, Sani. Oui, allez-y. Vous me recevez? Oui, bien sûr, oui. Voilà, je remercie tous les panélistes et les participants. Et je trouve la question de Naïssa Maman très pertinente parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm qui arrive aux otages qui ont été gardés trop longtemps. Ils arrivent souvent à être en accord avec le ravisseur, à épouser ses idées, à trouver qu'il a agi dans le bon sens, que c'est plutôt même l'otage qui se remet en question, que c'est plutôt lui qui a tort, c'est pas la personne qui l'a enlevé. Donc, il est bien vrai que le combat de tous en ce moment, c'est de retrouver ces femmes et enfants qui ont été enlevés, mais aussi il est très important de pouvoir créer toutes les dispositions, en fait, de mettre en œuvre toutes les dispositions qui vont permettre leur prise en charge psychologique une fois revenus, en fait. Parce qu'après être enlevés très longtemps, ça fait 4 ans maintenant, il y a de fortes chances qu'elles aient développé ces syndromes dont je parle. Donc, il doit y avoir une prise en charge psychiatrique et psychologique très importante à mettre en œuvre avant de les réintégrer en société. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas être très longue. Allô? Oui, je disais, Monsieur Saïdi, un mot pour clôturer avant de laisser Kaka clôturer la session. Écoutez, moi, je vais simplement renouveler mes remerciements aux organisateurs de cette rencontre et puis les encourager à organiser ce type de rencontre pour éviter que ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad tombe dans l'oubli. Parce que, comme j'ai dit, sur le plan de la presse internationale et même de l'attention de la communauté internationale, on regarde beaucoup la zone du Sahel, le Sahel occidental, mais la région du lac Tchad est souvent oubliée et ce type de rencontre permet de rendre justice aux populations, comme celle de Ngalewa et d'autres d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que ce type de rencontre est nécessaire et on ne peut que renouveler notre disponibilité à y prendre part en tout cas. C'est ensemble, comme je l'ai dit, qu'en tant que citoyens,
nous avons une contribution à apporter et il faut que l'État considère que les citoyens, les communautés ont une contribution à apporter au retour de la paix. Considérer que le retour à la paix est une question exclusivement de l'État et en engageant des moyens militaires ou en achetant de nouveaux hélicoptères qu'on va mettre fin à l'insécurité est une erreur. Je pense que il faut aller vers un autre changement de paradigme et que des citoyens, les ONG, les communautés soient associés à la réponse qui doit être non pas sécuritaire et militaire uniquement, mais holistique avec le développement, avec l'écologie en ce qui concerne le bassin du lac Tchad. Merci à vous tous et plein succès pour les prochaines initiatives. Merci beaucoup, M. Saïd. Je pense que c'est un appel qui sera entendu. Et avec Kaka, en tout cas, la campagne va se poursuivre et nous espérons en tout cas tirer la substance de ces webinaires pour partager au plus grand nombre, surtout à ceux qui n'ont pas pu nous suivre. En tout cas, merci à l'ensemble des participants et des panélistes. Si Kaka il est en ligne, il peut dire le mot de fin. Merci, Sani, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vraiment, merci aux panélistes, merci aux participants. On a reçu plus de 30 participants, je vois en ligne presque. C'est déjà une bonne chose. Le plus important pour nous, c'est de ne pas laisser passer cette journée. On l'avait fait, ça fait 3 ans que nous commémorons à chaque fois l'anniversaire des enlèvements de ces 39 femmes et enfants. Cette année, la particularité, c'est que nous l'avons élargi également à la région de Tillabéri, notamment au cas des victimes vraiment de viols de Terra. C'est une bonne chose. Donc, globalement, désormais, nous allons toujours parler des victimes du terrorisme de manière générale, mais en mettant un accent sur des cas précis. Donc, vraiment, merci à tous. Merci vraiment à nos amis de l'AB qui ont bien voulu mettre à notre disposition ce cadre également. Merci vraiment à toutes et à tous et vivement le retour de ces 39 femmes et enfants. Et plus jamais vraiment des cas de viol, que ce soit du côté des hommes armés, que ce soit du côté aussi des forces régulières. Merci beaucoup à tous. Et comme tu l'as dit, Sani, vraiment le résumé en tout cas de cet échange sera partagé avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Ceci dit, nous allons clôturer cette session. Espérons vous retrouver dans d'autres occasions. Continuez à soutenir ces genres d'initiatives. Et c'est bien que ce soit les jeunes, les femmes, les chercheurs qui soutiennent ces genres de causes. C'est aussi une affaire de la communauté. Et M. Saïd l'avait rappelé tout à l'heure, il est important que les communautés s'impliquent, s'approprient ces genres de causes pour qu'au niveau des décideurs, aussi qu'ils voient l'implication et qu'ils essayent aussi de les écouter. Donc nous comptons faire notre part et nous espérons que d'autres bonnes volontés peuvent nous entendre et puis aider à ce que la cause juste, en tout cas de ces femmes et enfants enlevés d'Ingalewa soit entendue et que le séjour du président Bazoum actuellement dans la région de Difa soit une occasion d'interpellation ou une occasion en tout cas de réponses claires, urgentes, rapides au bénéfice de ces femmes. Merci encore à tous et à très bientôt. Tu as fait une photo de famille, Sani? La connexion fait un peu de faute, c'est pas facile. La prochaine alors. Il faut désactiver nos caméras pour qu'on puisse faire la photo de famille. Bon, pour ceux qui sont là, c'est... Ouais, désactiver nos caméras comme ça, voilà. Je vais prendre une photo. Ouais, désactiver nos caméras de votre côté. Peut-être il faut aussi arrêter le partage d'écran. Oui, oui. Il faut arrêter le partage d'écran. Et peut-être c'est vous, c'est le host seulement qui peut désactiver nos caméras. Moi, ma caméra, je n'ai pas sa maîtrise.
pense que tout le monde peut le faire maintenant. Ok. Je ne vois pas. Je vois seulement mon micro. Je ne vois pas ma caméra. Oh merde, j'arrive pas à le faire. Bon, écoutez, hein. Ça marche maintenant. Ok, mais moi, je ne vois pas. Oh. Je ne vois pas ma caméra. Okay, sorry. Tout le monde devient panéliste. Je n'arrive pas à le faire, donc du coup, j'envoie tout le monde au panéliste. Avez-vous Revenez. Sani, je crois qu'il faut désactiver le partage d'écran. En fait. Okay. Il faut arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse avoir tout voilà. le monde. Maintenant, Ok. les gens ont déjà quitté. Ça fait plaisir de vous voir, Ayouba. Kaka, tu es où? Kaka, il est de quel côté là? Ok. C'est pas moi. Alors, ok. Oh, ça n'a pas été